Bienvenue dans le podcast The Jebs. Ici, on parle investissement, entrepreneuriat et installation ici en Tunisie. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique qui pour moi est fondamentale, elle est primordiale. C'est celui du domaine des affaires. On va essayer de parler de la comptabilité, euh, on va essayer de parler de la comptabilité, on va essayer de parler de la création de société, on va essayer de parler fiscalité, on va essayer de parler de change, on va essayer d'avoir peut-être un regard un peu macro sur ces domaines-là en Tunisie. Et pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Setom. Monsieur Setom, bienvenue dans le podcast The Jebs. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, Monsieur Setom, vous êtes expert comptable et avec vous, j'aimerais un peu comprendre tous ces questionnements. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent presque de façon quotidienne autour de ces questions-là, c'est-à-dire qui sont en France, qui veulent venir ici en Tunisie pour ouvrir une société, pour créer des entreprises. Mais à mon sens, il faut avoir un regard qui soit le plus juste possible, qui soit le plus lucide possible, et c'est exactement le sens de mon invitation, d'avoir une personne qui comprend les réalités de ce domaine-là en Tunisie. Donc vraiment, je vous remercie encore une fois d'être présent avec nous aujourd'hui. Et juste avant qu'on rentre un peu dans ce domaine de façon spécifique, qu'on puisse avoir un regard un peu terrain avec vous sur euh, qu'est-ce que vous percevez aujourd'hui du regain ou pas qu'ont les Tunisiens résidant à l'étranger pour venir ici s'installer en Tunisie pour y créer une société. Encore une fois, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler de ce sujet. Merci. En effet, on est sollicité par des TRE de plus en plus en Tunisie. Vous savez que les flux d'argent qui arrivent en Tunisie, les financements et l'argent qui est rapatrié par les TRE dépassent maintenant les recettes du tourisme. Et donc, vraiment, il y a un intérêt certain pour les Tunisiens qui vivent en Europe, ou au Canada ou dans d'autres pays pour investir en Tunisie. Et je comprends, il y a un ancrage personnel, familial. Souvent, c'est des personnes qui ont hérité de terrain, qui gardent de la famille en Tunisie. Il y a un besoin d'accomplissement. Donc, le besoin d'ancrage, je pense, est essentiel dans cette intention d'investissement. Reste que, évidemment, comme vous l'avez souligné, il faut faire attention. La Tunisie est ancrée à un système international, à une mondialisation, à un monde où les aspects législatifs ont beaucoup évolué. Il y a des accords internationaux qui ont été signés avec l'Europe, avec les États-Unis, l'accord FATCA, les accords en matière de prix de transfert, etc., qui font que la Tunisie s'est alignée sur les standards internationaux en matière d'échange de données, en matière de blanchiment d'argent, etc. Et donc, on doit faire attention au montage juridique du business model, montage fiscal. La Tunisie est aussi un pays où il y a un contrôle de change, il y a une réglementation de change. Et donc, il faut étudier tous les aspects en matière de résidence, etc. Je pense qu'on va en parler Ouais, plus en détail. on va en parler effectivement et justement ça nous permet de rentrer dans l'échange. Euh, à partir de quand, ok, donc par exemple je suis franco-tunisien ou bien étranger, on va dire, et je viens ici pour m'installer en Tunisie pour essayer de créer une société. Euh, à partir de quand une installation personnelle, elle devient fiscalement ou même juridiquement une activité professionnelle. C'est-à-dire comment ça se structure. Parce qu'il y a plein de réglementations qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai appris encore récemment la réglementation de change, qui est une réglementation fondamentale et importante ici en Tunisie. Voilà, si vous pouvez comme ça donner des grandes lignes d'orientation sur les différentes réglementations qu'il y a, euh, sur les différentes réglementations qu'il y a ici en Tunisie. C'est relativement complexe, mais on va essayer de le simplifier. Une personne voulant investir en Tunisie, elle a foncièrement deux modalités d'investissement, soit créer une société et donc avoir une société de droit tunisien qui sera soumise à toute la fiscalité et les aspects juridiques en Tunisie, ou bien investir en tant que personne physique, c'est-à-dire créer forcément une entreprise individuelle. Et donc c'est un établissement fixe d'affaires. En général, si vous vendez, vous commencez à vendre, vous recrutez des gens, vous prospectez, vous avez un site web, etc. Formellement, vous avez créé un établissement fixe, même si vous ne le créez pas juridiquement en cas de contrôle fiscal. On peut considérer que vous avez
un établissement d'affaires en Tunisie. Donc, vous devez à ce moment-là déposer ce qu'on appelle une déclaration d'existence et ouvrir une patente fiscale en tant que personne physique. Et si vous voulez exercer dans le cadre d'une société, il faut constituer juridiquement une société. Ok. Donc là, on a parlé de personnes qui viennent, qui s'installent ici, qui créent une société ici en Tunisie. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'interrogent et qui me questionnent sur le fait de, ils ont une société en Europe, et ils veulent y créer peut-être une filiale ou une succursale ici en Tunisie. Est-ce que ce sont les mêmes modalités? Est-ce qu'il dépend du droit tunisien? Est-ce qu'il va dépendre du droit dans lequel sa société elle est immatriculée, par exemple en France, au Canada, enfin, je sais pas où est-ce qu'il est. C'est différent. À quoi il sera soumis, lui? Par exemple, si, je sais pas, il a une boîte de conseils dans divers domaines en France, par exemple, et il vient créer une succursale ici en Tunisie. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux ou est-ce que chaque société est complètement individualisée? Effectivement, en créant une succursale en Tunisie, la succursale sera soumise au régime tunisien. Donc, elle sera une société de droit tunisien. Donc, elle doit être constituée selon les règles tunisiennes, payer les impôts en Tunisie selon la loi tunisienne. Évidemment, s'il y a des dividendes, ces dividendes-là pourront être rapatriés en France, mais à condition de respecter la législation de change au niveau de la création, ce qu'on appelle la fiche d'investissement, c'est-à-dire que le capital soit versé en devise et que la formalité de la fiche d'investissement soit réalisée dans un délai légal de 2 mois à partir de l'inscription au registre national des entreprises. C'est un point très important. Beaucoup oublient ou sont mal conseillés par des professionnels qui ne font pas attention à la création de la fiche d'investissement sur la plateforme de la Banque centrale dans un délai de 2 mois à partir de la constitution. Si vous disposez de votre fiche d'investissement, vous avez versé le capital en devise à partir d'un compte, du compte de l'actionnaire qui participe dans le capital, si c'est une société ou si c'est une personne physique, vous avez la garantie de rapatriement. Cela veut dire que si vous investissez 10 000 euros, à la fin après 3 ans, vous faites un bénéfice de 100 000 euros, l'État tunisien vous garantit de rapatrier votre bénéfice à l'étranger à condition de Fait la fiche prouver d'investissement. de disposer de la fiche d'investissement. Okay. J'ai parlé justement de ce modèle-là parce que ce que je perçois encore à ma petite échelle, c'est que souvent la Tunisie, elle est considérée, j'ai l'impression, comme étant une plateforme, c'est-à-dire que les gens ont des boîtes ou des activités à l'étranger. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte qui est, elle est enregistrée ici en Tunisie, mais son cœur d'activité, il dépend de l'étranger, un peu des modèles hybrides entre peut-être l'activité pure ici en Tunisie, mais les ventes ou bien le conseil ou bien la clientèle peut-être, ou le marché se trouve à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est des modèles qui sont fréquents ici en Tunisie ou bien les personnes viennent et s'installent sur un marché qui est local tunisien? Il faut dire qu'avec le développement du télétravail, de la mondialisation des activités, c'est normal que ces modèles hybrides soient intéressants. C'est vrai que la Tunisie, en matière de coût de personnel, elle offre des avantages intéressants et donc les gens peuvent faire une réflexion par rapport à ça, que ce soit au niveau des services, mais aussi au niveau de l'exportation de produits agroalimentaires, l'huile, les fruits et légumes, toutes sortes d'activités qui peuvent donner lieu à des échanges commerciaux entre les deux pays. Mais il faut faire attention. Il y a des prix de transfert, donc il faut faire attention à sur quelle marge vous allez faire en Tunisie, quelle marge vous faites en France. C'est plus libre comme avant parce que les accords BEPS font que vous devez faire un minimum de marge dans un pays où vous produisez. Donc ça, c'est très important. Après, il y a tous les aspects de la facturation. Il faut faire attention aux modalités de facturation, si le service il est consommé en Tunisie, s'il est consommé à l'étranger, la TVA elle est due en Tunisie, elle est due en France, etc. Il y a des services où la TVA est facturée, elle doit être retenue à la source directement sur un service réalisé par un étranger. Mais aussi l'aspect contractuel. Il faut que les relations soient régies par des contrats, parce que les contrats garantissent des aspects qui sont liés à des réglementations propres, souvent en Europe, en matière de sécurité informatique, par exemple,
Vous devez respecter des standards. Quand vous sous-traitez des travaux à l'étranger, il y a des règles. Au Canada, par exemple, ils sont très sévères à ce niveau-là. Si vous facturez des services, vous faites sous-traiter des services à l'étranger, vous devez déclarer à votre client qu'une partie du service qu'il reçoit a est été fait à l'étranger. sous-traitée dans un pays hors du Canada. Donc, des aspects réglementaires qui doivent être, à mon avis, intégrés dans des contrats. Souvent, on voit des relations d'affaires là où il n'y a pas de contrat du tout et les risques deviennent plus importants à ce niveau. Et c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire en disant, voilà, j'ai une affection peut-être pour la Tunisie de par mon histoire, je veux ouvrir une boîte. Et il y a des éléments à prendre en compte et il faut y faire très attention. Et justement, si on revient sur vous, ce que vous percevez en tant que professionnel, sur les erreurs ou bien les écueils ou bien la distance entre ce que perçoit peut-être un TRE et la réalité du terrain quand il vient s'installer, euh, qu'est-ce que vous percevez comme peut-être comme croyance qu'ils ont sur le domaine des affaires ici en Tunisie? Bon, disons que les personnes qui vivent en Europe viennent souvent en Tunisie pour des vacances, n'ont pas l'occasion de voir un peu le monde des affaires. C'est-à-dire, ils viennent dans un cadre tout autre. Et le monde des affaires en Tunisie, il est en même temps compliance, où il essaie d'être compliance avec les standards internationaux. Donc, il y a une fiscalité stricte, il y a un contrôle des flux financiers, il y a une coopération même fiscale internationale aujourd'hui entre les administrations fiscales tunisiennes et les administrations fiscales européennes. C'est une coopération aujourd'hui qui est très active. C'est plus comme avant. Ça fait à peu près 3, 4 années où on reçoit des échanges d'informations sur les étrangers qui investissent en Tunisie ou les Tunisiens qui investissent à l'étranger. Donc il y a un aspect de contrôle qui est important et c'est normal dans le cadre des accords internationaux, mais aussi un cadre légal qui est relativement proche de ce qui se passe en France en matière de droit commercial. Donc il faut avoir des assemblées, il faut avoir des organes de gouvernance, il faut, avant de distribuer des bénéfices, faire des PV d'assemblée, ne pas retirer l'argent de manière directe. Et tout cela nous amène vers l'aspect gouvernance, comptabilité, c'est-à-dire que si vous voulez réussir, il faut avoir une comptabilité, il faut que cette comptabilité soit à jour, ce n'est pas une comptabilité purement d'ordre fiscal. Il faut avoir une comptabilité qui vous permette d'identifier votre marge, votre bénéfice, votre rentabilité au jour le jour. Et c'est un peu toutes les règles de gestion quotidienne et de gouvernance qui existent un peu partout dans le monde qu'il faut mettre en place aussi en Tunisie parce que tout business doit être managé et les marges ne sont pas aussi importantes que certains le croient. En général, les marges sont dans les standards euh, Ce qu'on peut internationaux retrouver puisqu'il ailleurs. y a une relation relativement mondialisée. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'aspect perception des choses. Après, comme en Tunisie, ça reste un pays en voie de développement. Notre système législatif et le degré de digitalisation de l'économie est en progression, disons. Et pour ne pas dire que sur l'aspect digitalisation, on est relativement en retard par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Il y a des projets en cours, c'est vrai, mais qui prennent du temps. Et donc, les gens qui sont habitués à des instruments de paiement, style PayPal, etc., ne retrouvent pas le cadre qu'ils trouvent en Europe. Et ça, c'est un handicap pour des prestations là où il faut facturer directement au consommateur final. D'accord. Et c'est quoi la plus grande erreur ou bien la plus grande erreur que vous percevez des personnes qui vous sollicitent pour créer une société ou bien manager une société qu'ils commettent ou bien l'obligation qu'ils oublient peut-être par méconnaissance euh, ouais, qu'ils oublient par méconnaissance, c'est-à-dire ils viennent ici avec, on a parlé de croyances, on a parlé du fait que la Tunisie, ça reste aussi comme plein d'autres pays, le domaine des affaires, il est à maîtriser, il est à connaître, il est aussi à anticiper. Il faut aussi se former aussi sur la question quand on est chef d'entreprise. Ce serait quoi pour vous l'erreur, si on doit en citer une, qu'ils commettent? La plus grande, je pense que c'est le business model, Ok. c'est-à-dire l'identification exactement du marché, la taille du marché. Certains veulent vendre en Tunisie des produits qu'ils considèrent comme
maîtrisé en Europe, parce qu'ils ont constaté qu'il n'existe pas en Tunisie. Et avant de vendre un produit, faire une étude de marché, voir quels sont les produits de substitution, quels sont les produits concurrents. S'il y a des produits chinois qui se vendent nettement moins cher que des produits européens par rapport à la capacité, au budget des Tunisiens, etc. Le raisonnement pourrait être valable aussi pour les gens qui veulent sous-traiter une partie du service en Tunisie pour, euh, pour style développement informatique ou des activités comme ça. Il faut bien étudier les coûts salariaux. Combien est payé un ingénieur, mais il faut voir aussi les charges sociales, la fiscalité, la retenue à la source. Certains perçoivent le salaire comme seulement le salaire net servi. Or, en Tunisie, comme il y a un système de retenue à la source, un salaire de, je dis n'importe quoi, 2000 dinars pourrait coûter 3000 ou 3500 dinars de charges pour une entreprise. Donc, l'erreur la plus fréquente, c'est que les gens ne font pas le bon calcul ou l'estimation réelle des coûts. Après, il faut penser que des ingénieurs en informatique, pour pouvoir les maintenir ou les garder en Tunisie et ne pas les voir s'exporter en Europe, il faut qu'ils aient un plan de carrière, il faut pouvoir les augmenter de manière relativement significative. Des fois, d'une année à une autre, on peut passer de 15 à 20% d'augmentation. Par an. Par an, oui, Oui, absolument. Si on veut retenir des gens de compétences, on doit les maintenir à un niveau de salaire et leur offrir surtout un plan de carrière clair dès le début. bien sûr. C'est important ce que vous dites sur le fait que des personnes viennent souvent avec une conception du marché, peut-être qu'ils ont grandi en Europe et qui veulent reproduire exactement ce qu'ils ont connu eux comme réussite ou bien comme modèle de réussite sur le marché tunisien, sans forcément maîtriser, sans maîtriser le marché, sans maîtriser la taille du marché aussi. Enfin, on est sur des tailles de marché qui sont de volume pas forcément grandes comparées à d'autres pays ou bien à des grands pays européens. Donc effectivement, c'est hyper important d'être le plus ancré possible, le plus réaliste possible et de faire des business models qui soient collés à la réalité du terrain tunisien en étant accompagné effectivement par des personnes qui maîtrisent cela. Merci beaucoup pour ces éléments. Si on rentre un petit peu dans la structuration maintenant d'une société ici en Tunisie, c'est quoi, si on donne des grandes lignes, les principales formes, les formes de structures qui sont utilisées ici en Tunisie? On entend de tout quand je discute avec des personnes, régime importatrice, exportatrice, exportatrice. Enfin, c'est un peu le flou pour des personnes qui ne connaissent pas du tout ces termes-là. Si vous pouvez comme ça nous éclairer un petit peu. Bon, il faut déjà séparer deux types de régimes essentiels. C'est les entreprises juridiques, disons, les entreprises individuelles et les sociétés. Et les sociétés. Bon, les entreprises individuelles sont généralement adaptées à des activités qui sont un peu risquées parce que, comme vous savez, comme un peu partout dans le monde, si vous avez un engagement en endettement, on peut étendre les dettes aux biens personnels de la personne en cas de faillite ou de difficulté financière. Donc, si l'activité n'est pas risquée, on peut toujours la faire en régime individuel. Après, en régime individuel, c'est le barème d'impôt qui s'applique. Donc, c'est un barème progressif, comme en France d'ailleurs, et en Tunisie à partir de 70 000 dinars, ce qui fait à peu près, je pense, 25 000 euros à peu près, même moins, 22 000 euros. On paye des impôts de l'ordre de 40% au-delà de 70 000 dinars. Et donc, la charge fiscale est relativement importante par rapport à ça. Après, les entreprises individuelles ont du mal à avoir un financement bancaire ou un fonds d'investissement. Donc, il vaut mieux travailler dans le cadre d'une société si on va avoir recours à un financement extérieur. Ça reste quand même une activité intéressante pour une activité de service. Et elle peut être réalisée dans un cadre strict d'un établissement stable, c'est-à-dire que la personne reste résidente fiscalement en France, mais elle est imposée en Tunisie au titre des bénéfices réalisés par cette installation fixe d'affaires. D'accord. Donc ces bénéfices-là ne sont taxés qu'en Tunisie au niveau fiscal tunisien.
ils restent imposables sur le revenu de source mondiale. Si vous voulez travailler dans le cadre d'une société, évidemment, c'est plus facile pour avoir des financements, etc. Maintenant, si on va parler un peu du régime fiscal, vous avez parlé un peu des entreprises exportatrices, partiellement et totalement exportatrices. En Tunisie, on distingue deux régimes. Le régime totalement exportatrice, en régime totalement exportateur, c'est les sociétés ou les entreprises individuelles qui réalisent plus de 80% de leur chiffre d'affaires à l'export. C'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser 20% de chiffre d'affaires en local. Ces sociétés-là ont la possibilité aussi de travailler dans un cadre de change offshore, c'est-à-dire en tant que société non résidente. Donc vous parlez effectivement des entreprises individuelles vs les sociétés. Vous avez parlé aussi des sociétés totalement exportatrices avec les avantages qu'ils avaient. Voilà, si on peut continuer dans cela. Voilà, les sociétés totalement exportatrices donc, ont la possibilité de travailler en régime non résident, c'est-à-dire ils ont la liberté des mouvements un peu en devise sans qu'il y ait un contrôle, une domiciliation des paiements. Les sociétés offshore non résidentes, donc la condition, il faut que la société soit totalement exportatrice, donc 80% du service ou de la vente de produits fabriqués soit destinés à l'exportation. Cela concerne l'activité industrielle et services. Donc ça ne concerne pas les activités commerciales, sauf les sociétés de commerce international. C'est notre discussion, notre exception. Mais pour simplifier les choses, donc essentiellement, c'est les sociétés industrielles et les sociétés de services peuvent travailler en régime totalement exportateur et en régime offshore si le capital il est financé en devise à hauteur de 66% au moins. Donc on peut aller plus, mais un minimum de 66%. Donc ces sociétés-là ont des facilités de change importantes du fait qu'elles soient en régime offshore. Sinon, la société, elle peut agir en régime partiellement exportateur. Donc, elle n'a pas l'obligation de faire un minimum de chiffre d'affaires à l'export, mais elle peut faire du chiffre d'affaires à l'export, mais elle n'a aucun seuil minimal d'exportation. La participation, elle peut être en devise. Les bénéfices peuvent être rapatriés, il n'y a pas de souci, mais elle a la liberté de travailler. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence au niveau fiscal depuis 2019 entre les sociétés totalement exportatrices et les sociétés partiellement, puisque la fiscalité est quasiment la même. Mais pour les entreprises totalement exportatrices industrielles, elles ont la possibilité de travailler en régime douanier simple, donc où le contrôle douanier se fait sur l'entreprise et la possibilité d'exporter et d'importer les biens pour la fabrication en franchise de taxes avec le minimum de formalités douanières. Donc on conseillerait à quelqu'un qui voudrait faire de l'exportation de fabrication de produits de textile, par exemple en Tunisie, de créer des sociétés dans le cadre de régimes totalement exportateurs. Évidemment, le commerce, il est exclu, à l'exclusion du commerce international. Le commerce international, c'est le cas où vous pouvez créer des sociétés de commerce international avec un capital de 150 000 dinars et vous pouvez exporter des produits d'origine tunisienne dans le cadre d'un régime totalement exportatrice et un régime offshore. Mais la condition importante, c'est le capital, donc de 150 000 dinars. C'est régi par le CPEX en Tunisie. Et la condition, c'est d'exporter au moins 80% de produits d'origine tunisienne si on est en régime totalement exportateur et plus de 50% du chiffre d'affaires si on est en régime normal de commerce international. Ce seuil il est abaissé à 30% si on arrive à exporter plus de 1 million de dinars. Donc, il y a un régime pour le commerce, c'est un régime particulier, le régime du commerce international. Il est un peu plus contraignant et il exige surtout d'exporter des produits fabriqués en Tunisie. Okay. C'est important qu'on puisse comprendre et qu'on puisse se repérer dans toutes ces possibilités. C'est quoi l'impact d'un mauvais choix de structuration dès le départ ? C'est-à-dire quelqu'un qui
par mon cousin a dit, ou ma tante a dit, ou bien mon voisin a dit que je devais faire ci. Hmm. J'imagine que ça a des impacts réels sur peut-être la pérennité même de l'entreprise. Déjà, l'architecture des textes de loi a été faite dans un cadre relativement complémentaire. C'est-à-dire que la loi de change est liée à la loi fiscale. On a vu que pour être non-résident, il faut avoir un régime fiscal totalement exportateur. Donc le choix conditionne l'aspect change. L'aspect réglementaire au niveau de la douane. Les codes en douane sont liés au régime résident et non résident. Donc vous pouvez avoir des problèmes au niveau de l'importation et de l'exportation de produits. Au niveau bancaire, et sans compter, si vous sortez de modèles prédéfinis, vous aurez des difficultés au niveau bureaucratique, administratif, à tous les niveaux. Donc, le choix de se faire conseiller, à mon avis, par un bon professionnel par rapport à ça est fondamental. Il ne faut pas se précipiter donc, au niveau juridique. Donc, comme on avait un peu dit, il y a l'étude de marché, comprendre qu'est-ce qu'on va gagner. Il faut bien structurer un business plan, mais en même temps, l'aspect montage juridique, c'est fondamental. C'est hyper important, et je l'ai dit aussi souvent, c'est que, à mon sens, il est vraiment hyper important de s'ancrer pour vraiment connaître le terrain. On ne peut pas venir ici, comme on l'a dit tout à l'heure, 2 semaines en vacances et penser qu'on va révolutionner des domaines. Euh, il est important de s'ancrer, de comprendre la réalité du terrain. Il y a plusieurs notions dont on parle depuis tout à l'heure, effectivement, sur la résidence fiscale, la résidence de change, l'export. Enfin, c'est important de maîtriser ces sujets, de se faire accompagner de la meilleure des manières. Euh, si on revient sur ces thématiques-là, ce serait quoi la grosse différence que vous observez entre, ou peut-être pas, hein, c'est peut-être identique, entre la fiscalité tunisienne et la fiscalité française pour prendre la France comme exemple? Est-ce que c'est des fiscalités qui sont à peu près similaires? Est-ce que l'imposition se passe à peu près de la même manière? C'est progressif? Est-ce que l'IS, il est à peu près identique? Est-ce qu'une personne qui vient en Tunisie pour dire, OK, je vais économiser de l'argent sur ma fiscalité, est-ce que c'est un bon choix ou bien pas forcément? Disons que les premières années, il y a un certain nombre d'avantages, disons, qui permettent de faire des économies au niveau de la fiscalité, parce que euh, euh, la loi d'investissement donne une déduction de 100% la première année, 75% la deuxième année, 50% la troisième et 25% la quatrième année Ça, déjà. c'est des régimes incitatifs, hein, c'est Des ça? régimes incitatifs, donc c'est intéressant par rapport à ça. Si vous investissez dans des zones de développement régional et surtout au niveau industriel et quelques activités de services, vous avez la possibilité d'avoir une exonération de 10 ans. On parle de zones de développement régional à l'intérieur du pays, style Gasserine, Sidi Hmm. Bouzid, Gafsa, Kairouan, etc. Dans les terres tunisiennes, hein. À l'intérieur Hmm. des terres. Donc, on peut avoir même à Zagouan. Donc, il y a la possibilité d'avoir des exonérations d'impôts qui peuvent aller jusqu'à 10 ans pour la première partie d'activité. C'est surtout au niveau de l'industrie et D'accord. certaines activités de services. Dans l'agriculture aussi, on a des avantages de l'ordre de 10 ans d'exonération d'impôts. Donc, il y a quand même un système incitatif, que ce soit dans le cadre de la loi d'investissement qui donne la déduction progressive de 175, 50, 25. L'année dernière, on avait une exonération de 4 ans. Elle a pas été reconduite cette année en 2026, mais l'exonération progressive existe. Après, la loi fiscale tunisienne, généralement, le taux d'impôt de droit commun, il est de 20%, plus 3% de CSS, qu'on appelle la contribution sociale solidaire. Donc, on est à 23% de pression fiscale. Donc, on est relativement plus intéressant qu'en France en matière d'impôt sur les sociétés. 10% sur les distributions de dividendes aussi, ce n'est pas un taux qui est très élevé. Si on parle d'un pays comme la Belgique, on peut atteindre 30% la première année. Bon, c'est dégressif en fonction des années, mais les taux d'impôt sur les distributions de dividendes sont élevés dans certains pays. Donc, grosso modo, on parle d'une imposition avec les dividendes en moyenne de 30%. Ça reste, je pense, concurrentiel et raisonnable par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ok. Merci pour ces éclaircissements. On a beaucoup entendu parler de notre échange de réglementation de change. Euh, pour les personnes qui vivent, qui ont grandi en Europe, c'est peut-être une notion qui est nouvelle. Euh,
qu'est-ce qu'elle concerne, enfin, qu'est-ce que ça veut dire la réglementation de change ici en Tunisie, et pourquoi peut-être elle est mal comprise aussi. Qu'est-ce que vous percevez, vous, sur cette question? Bon, c'est votre cœur de métier, donc forcément, c'est votre expertise, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout cette thématique-là, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme élément de compréhension, en tout cas? C'est vrai que la réglementation de change représente aujourd'hui, disons entre guillemets, un obstacle pour l'investissement ou une incompréhension pour certains. Et peut-être on sera amené à plus de libéralisation en Tunisie. On a un code de change qui est dans le pipe et j'espère qu'il va donner plus de souplesse à ce niveau. Mais je comprends que des gens qui ont raisonné en euros toute leur vie, il est difficile pour eux de voir des contraintes au niveau des virements, des retraits, etc. en devise, parce qu'effectivement, en Tunisie, il y a un contrôle de change qui reste quand même un frein à des mouvements libres en tant qu'investisseur. Donc, faire attention par rapport à l'argent qui est encaissé, déjà, l'origine des fonds. Pour pouvoir créditer des comptes en euros et en devises, il faut faire attention. Il faut présenter des factures justificatives. Ensuite, si vous voulez verser de l'argent en espèces sur des comptes en euros ou en dinars convertibles, il faut que l'argent soit déclaré en douane. Donc, quand vous venez de France, vous devez déclarer l'argent pour pouvoir le verser. Même quand vous investissez dans une entreprise, il faut que cet argent soit déclaré en douane. Sinon, la banque ne vous donne pas la possibilité de verser l'argent. Et dans tous les cas, vous n'avez pas la fiche d'investissement qui est la garantie de pouvoir rapatrier vos bénéfices à la fin de l'année et en cas de cession du projet, la plus-value. Ça, c'est au niveau les préalables. Hein. Oui, bien sûr. Après, si vous êtes en régime partiellement exportateur, vous êtes en régime résident, vous n'êtes pas en régime offshore. Et donc, vos titres d'importation sont domiciliés. Donc, si vous allez importer, il faut que la marchandise soit payée de la Tunisie. Si vous avez de l'argent en France et vous payez une marchandise qui est importée par une société résidente, vous êtes en infraction de change. D'accord. Et vous risquez jusqu'à des amendes importantes et des fois même on peut aller à des sanctions pénales. C'est-à-dire que si j'ai une société résidente ici et que je fais importer de la marchandise, je ne peux pas la payer avec de l'argent que j'ai à l'extérieur. Vous ne pouvez pas la payer de l'argent que vous avez en France. Vous devez la payer en Tunisie à travers votre société en Tunisie. Vous pouvez à la rigueur faire un apport en compte courant associé ici en Tunisie et utiliser les comptes de la société. Mais si la marchandise arrive en Tunisie et vous n'êtes pas en mesure de la payer ou vous prouvez que vous l'avez payée à l'étranger, la société est en infraction de change. L'amende peut atteindre 5 fois la valeur de la marchandise. Faites attention, beaucoup de Tunisiens à l'étranger importent des machines pour travailler en Tunisie et payent les machines directement en France. Après, ils se retrouvent en infraction douanière. Il y a un autre aspect qui est très important pour les sociétés résidentes, c'est le rapatriement du chiffre d'affaires à l'exportation, qui doit être fait dans les 60 jours. Sinon, vous êtes en infraction de change. Si vous ne rapatriez pas du tout, l'infraction est encore plus importante. Juste qu'on puisse comprendre ça. C'est-à-dire quand vous exportez une marchandise, vous êtes en régime résident, vous exportez une marchandise, vous avez 60 jours pour rapatrier l'export. D'accord. Et donc, si vous ne le faites pas, vous payez une pénalité, vous dépassez les 60 jours, il y a une pénalité. Et si la facture n'est pas payée du tout, vous êtes en infraction de change. C'est comme si vous avez perçu, ou du moins supposé, cet argent à l'étranger sans le rapatrier en Tunisie. Et l'amende peut atteindre jusqu'à 5 fois le montant de la facture. Et le code de change, la douane peut vous attaquer en pénal. Et la sanction peut aller jusqu'à 5 années de prison. Donc faites attention. Le fait de ne pas rapatrier les exportations en Tunisie, c'est pénal en Tunisie. D'accord, il y a des points de vigilance Absolument. Auxquels il faut prêter une grande attention et être accompagné de la meilleure des manières. Si on a parlé effectivement de rapatriement si la fiche d'investissement est bien établie, donc supposons qu'effectivement la fiche d'investissement a bien été faite dans les délais de création de société.
et que j'exerce une activité pendant un certain nombre d'années, je peux exporter la totalité. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que ça se fait par palier, ou bien je peux exporter toute la somme que j'ai à ma disposition en Tunisie, la rapatrier sur un pays en Europe, ou bien il y a des limitations où ça se fait de façon progressive? Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le rapatriement des fonds, effectivement. Mais supposons effectivement que la fiche d'investissement a bien été faite. euh, Est-ce que j'ai n'importe quoi, une société qui fait des millions de dinars, par exemple, elle peut rapatrier ça facilement, sans difficulté? Absolument. Sur le plan légal, il n'y a aucune contrainte par rapport à une limite de bénéfice. D'accord. La seule limite, c'est le bénéfice comptable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des états financiers, que ces états financiers soient certifiés par un expert comptable et un PV de l'Assemblée générale qui décide du montant, payer les impôts, bien sûr. Il faut Bien sûr. prouver que ce bénéfice, il a subi les impôts légalement, la retenue à la source sur les dividendes. La retenue en Tunisie, elle est de 10%, elle est générale. Donc, il y a certains pays là où on n'applique pas de retenue, par exemple l'île Maurice, dans le cadre d'un accord entre la Tunisie, Dubaï aussi. Mhm. Donc, les dividendes ne sont pas imposés du fait de la convention fiscale entre les deux pays, mais il n'y a aucune limite légale par rapport au niveau des bénéfices. C'est-à-dire que la Tunisie vous donne la possibilité de rapatrier les bénéfices à condition de prouver que vous avez fait des fiches d'investissement pour prouver que vous avez investi en devises. Je reviens encore sur cette notion-là, parce que c'est vrai que la notion de rapatriement, j'ai beaucoup d'interrogations ou de questionnements sur cela. Euh, on en a parlé, vous avez parlé sur l'importance de faire la fiche d'investissement. Si vous encore vous devez nous donner un conseil primordial sur dire le point de vigilance ultime à faire pour être euh, sûr de pouvoir rapatrier mes fonds sans difficulté, ce serait celle de la fiche d'investissement au début de la création de la société, c'est cela? Absolument, absolument. Aujourd'hui, il y a une plateforme de la Banque centrale qui permet de générer ces fiches d'investissement. Cela suppose que la banque vous valide sur la plateforme la fiche. Donc la fiche, elle est initiée par le promoteur ou son expert comptable qui s'y connaît un peu mieux. Et la banque va valider cette fiche sur la base des documents juridiques de constitution de la société. Donc la banque vérifie que tout est en règle au niveau juridique, mais aussi que l'argent a été bien versé par l'investisseur. Vous faites attention à un aspect très particulier que les étrangers ou les Tunisiens à l'étranger ignorent. Il faut que la part du capital soit versée par l'actionnaire lui-même. C'est-à-dire, il ne faut pas que votre sœur fasse le virement en votre nom, etc. Ou si vous avez une société de droit français, il faut que cette société verse sa quote-part dans le capital. Chaque actionnaire doit verser de son compte, le SWIFT doit arriver de son compte vers le compte de la société. Évidemment, vous avez 2 mois à partir de la constitution juridique pour faire la fiche d'investissement. Et il ne faut pas dépasser les délais, sinon ça devient très complexe pour régulariser la situation. Ok. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai dépassé les 2 mois, ou bien j'ai fait un virement du compte d'un membre de ma famille vers la création de la société ici en Tunisie? C'est-à-dire qu'au moment de rapatrier les fonds, je serai bloqué, c'est ça, j'imagine? C'est-à-dire, si vous n'avez pas la fiche d'investissement, vous avez toujours la possibilité de faire une demande d'autorisation F2, ce qu'on appelle F2, à la Banque centrale. Et donc, le dossier est transmis à la Banque centrale pour étude. Et ils peuvent vous donner la régularisation de la situation. Mais ça prend beaucoup plus de temps. C'est des procédures de régularisation. Et donc, vraiment, je ne vous conseille pas, parce que ça peut prendre un certain nombre de semaines ou de mois en fonction du la situation du nombre de dossiers que la Banque centrale est en train de traiter. Ensuite, il vaut mieux le faire dès le début. Donc, si vous n'avez pas les fiches d'investissement, la conséquence, c'est que vos bénéfices, vous allez les prendre en dinars. D'accord. Comme vous résidez en France, avoir des bénéfices en dinars pourrait ne pas être intéressant Bien sûr. pour vous. En plus, quand vous allez décider si vous décidez de vendre la société à une personne de nationalité étrangère ou un Tunisien à l'étranger, il va vous demander les fiches d'investissement parce que son expert comptable va lui dire si cette société n'a pas de fiches d'investissement, vous ne pouvez pas l'acheter puisque réellement, vous n'avez pas la garantie de rapatrier les bénéfices. Il vaut mieux créer une autre Bien sûr. société. Ok.
Juste pour qu'on puisse comprendre, euh, ce serait quoi les liens entre la résidence fiscale, c'est-à-dire à titre individuel, sur quelqu'un qui est ici sur le sol tunisien, par exemple, euh, et est-ce qu'il peut créer des sociétés à l'export ou bien totalement exportatrices? Euh, je voudrais comprendre, est-ce qu'il y a besoin d'être résident fiscalement à l'étranger pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là? Parce que les TRE, par exemple, qui viennent ou qui veulent ici s'installer, quand ils restent sur le territoire tunisien un certain nombre de mois, je crois que c'est 6 si je ne me trompe pas, ben, ils deviennent résidents fiscaux tunisiens et ça a aussi des conséquences c'est-à-dire de changer de résidence fiscale comme ça, sur la déclaration des comptes, par exemple, sur un certain nombre d'éléments. Ce serait quoi, si vous pouvez nous éclairer, et c'est quoi les conséquences directes de quelqu'un qui, par exemple, qui est né en France, qui a grandi en France, qui vient s'installer ici en Tunisie et qui reste, qui reste par exemple plus de 6 mois sur le territoire tunisien en tant que franco-tunisien, donc il est résident fiscal tunisien. Qu'est-ce que ça peut changer pour lui, par exemple? C'est une excellente question. Oui, c'est important. C'est une excellente question parce qu'elle touche fondamentalement à l'aspect de la loi de change. C'est-à-dire que la loi de change sépare les résidents et les non-résidents en matière de droits et obligations. Et le passage du régime non-résident à un régime résident pour une personne physique se fait en général au bout de 6 mois de séjour en Tunisie. Et donc, à partir de ce moment-là, il est traité comme un Tunisien et un basculement de tout son régime, c'est-à-dire qu'il n'a plus de compte en euros, il doit convertir ses avoirs en dinars, il doit déclarer les avoirs qu'il a à l'étranger, il doit rapatrier s'il a des revenus de location ou autres en Tunisie, etc. Donc, tout son régime bascule fondamentalement. Et donc, ça un choix, c'est très important dans le choix du véhicule d'investissement, c'est-à-dire que nous conseillons souvent d'investir à travers des entités qui sont de droit français, des sociétés, mieux que d'investir à travers des personnes physiques, surtout si la personne elle a l'intention de venir en Tunisie et de séjourner en Tunisie parce que le délai de 6 mois il est relativement court. Et pour un Tunisien qui risque de venir pendant des vacances, etc., c'est difficile à manager. Il peut se retrouver en infraction de change, c'est-à-dire que il doit changer son régime fiscal. Alors que quand la participation est détenue par une entité de droit français, étant donné qu'elle est basée en France, elle a le régime d'entreprise non résidente dans ce sens-là. Okay. Et à titre, pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est hyper important, c'est-à-dire les conséquences individuelles de la modification de statut de non-résident à résident. Vous en avez parlé, le fait qu'il puisse rapatrier ses revenus s'il en a, qu'il puisse faire des éléments déclaratifs de tout son patrimoine à l'étranger à l'administration tunisienne, c'est ça? Ouais. Il faut, à mon avis, Ismaël, expliquer qu'il y a 3 résidences en Tunisie. Que ça, c'est important, c'est un peu paradoxal, mais on a 3 résidences. On a une résidence policière, c'est-à-dire pour les étrangers, par exemple. Et la résidence, c'est le fait d'avoir une carte de résidence, un permis de séjour, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ça, c'est la résidence, disons, policière en matière d'immigration. Il y a la résidence fiscale qui est définie par la loi fiscale et les conventions. Généralement, une personne est résidente en Tunisie si elle dispose d'une habitation principale en Tunisie ou bien elle séjourne plus de 183 jours en Tunisie. Évidemment, sous réserve des conventions, la plupart des conventions signées par la Tunisie, y compris la convention avec la France, l'Italie aussi, fait référence à la notion de foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire qu'une personne est résidente fiscalement en Tunisie si sa famille, elle réside en Tunisie. Si sa famille, elle réside à l'étranger, généralement, elle est résidente à l'étranger. Cette définition est appliquée par l'administration fiscale française et l'administration fiscale tunisienne. Donc, si vous maintenez votre famille en France et vous venez en Tunisie pour le business, vous n'êtes pas résident fiscalement en Tunisie puisque votre foyer d'habitation permanent est maintenu en France. Le cas contraire n'est pas exactement vrai parce que beaucoup de Tunisiens maintiennent
leur famille en Tunisie et repartent travailler en France. Donc, il faut faire attention. Et après, la troisième résidence, qui est la résidence de change, qui définit si vous avez le droit d'être traité comme un résident fiscal en matière de change. Vous avez la possibilité en tant que non-résident, d'ouvrir des comptes en devises, de les faire fonctionner librement. Et ça, c'est un avis de change qui réglemente ça. Généralement, au-delà de 6 mois pendant 2 ans, si vous séjournez plus de 6 mois en Tunisie, vous êtes considéré comme résident. Donc, il se peut que dans certains cas, vous soyez résident fiscalement en Tunisie et vous ne soyez pas résident en matière de change et vice-versa. Donc, il faut faire très attention C'est des à ces compréhensions aspects. subtiles. C'est vrai qu'il y a une certaine complexité par rapport à ces aspects de résidence, mais les impacts sont tellement importants sur le statut des entreprises, sur le statut des personnes physiques. Il faut faire très attention à ces aspects-là. Super. Merci beaucoup et merci de mettre en évidence ces points de vigilance parce qu'ils sont vraiment hyper importants à comprendre. Et moi, je discute, comme je l'ai dit, de façon quasi quotidienne avec des personnes qui veulent venir s'installer ici en Tunisie. Peut-être pas pour monter des business tout de suite, mais en tout cas, venir s'installer en famille aussi. Donc, ça a des conséquences directes sur leur durée de séjour, sur la compréhension des enjeux, sur ce que ça modifie aussi pour eux quand ils viennent s'installer ici. Et ils me questionnent aussi souvent sur des modèles économiques. Je parle des Tunisiens résidant à l'étranger de façon spécifique. Sur le domaine du business, beaucoup veulent créer des maisons d'hôtes, certains veulent se lancer dans la restauration, d'autres font du conseil ou du freelancing. Si on prend 3 schémas généraux, par exemple, tout ce qui est maison d'hôtes, création d'espaces de vacances, on va dire ça comme ça, la restauration et le freelance, si vous pouvez nous donner des éléments un petit peu de conseils ou de compréhension, ce que vous conseillez aussi peut-être à vos clients. Si on prend par exemple, voilà, j'ai un terrain demain à Bizerte et je veux créer une maison d'hôtes, ce à quoi je dois faire attention, ce serait quoi peut-être les modèles les plus intéressants ou les statuts à privilégier peut-être, si on, de façon grossière, juste pour avoir des éléments de compréhension. Si on commence par la restauration et on cite le cas des franchises. Ouais, c'est intéressant ça. Parce qu'on reçoit énormément de sollicitations pour des gens qui ont des franchises ou connaissent des gens qui ont des franchises de restauration en France ou en Europe pour ouvrir des restaurants sous label de franchise. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que c'est une occasion, mais il faut faire attention. En Tunisie, la franchise est régie par des textes de loi relativement stricts. Donc, il faut déposer un dossier et avoir des autorisations pour avoir la possibilité d'ouvrir un restaurant sous franchise. Parce que la condition de pouvoir verser des royalties à l'étranger, parce que toute franchise suppose qu'il y ait des royalties qui sont versées aux propriétaires de la franchise à l'étranger, c'est qu'il y ait ces autorisations-là. Donc, généralement, il y a un cahier de charge avec des conditions par rapport à ce que la marque, comment elle est gérée, quelles sont les conditions du contrat, etc. Donc, on ne peut pas ouvrir un restaurant sous franchise de manière libre. Donc, il faut passer par le ministère du Commerce, il y a un dossier. Avoir des accords préalables. Il faut passer par le ministère du Commerce, il y a toute une réglementation pour manager, pour avoir la possibilité d'ouvrir des franchises. Donc ça, c'est faire attention par rapport à l'utilisation des marques, des noms, etc. Ce n'est pas libre. Si vous voulez ouvrir un restaurant simple, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. C'est une activité commerciale. Tant que vous avez la nationalité tunisienne, vous pouvez le faire. Évidemment, si vous n'avez pas la nationalité tunisienne, faire attention. C'est une activité de commerce exercée par les étrangers, ce n'est pas possible. Le décret 61-14, décret loi 61-14, qui date des années 61, des années 60, interdit aux étrangers de faire du commerce en Tunisie. Donc, il faut disposer de la nationalité tunisienne. De tout type de commerce? Tout type de commerce. Donc, il faut, si vous allez faire ça en majorité, vous ne pouvez pas le faire. La seule possibilité, c'est de le faire dans le cadre d'une société, là où l'actionnaire étranger n'est pas plus de 50% du capital. Il faudrait que le gérant soit aussi tunisien.
Donc, je parle des Tunisiens à l'étranger qui voudraient s'associer avec un Français, etc., bien sûr. ou quelqu'un de nationalité étrangère. 51-49, par exemple, 50. 50-50, la loi À 50-50, c'est parle possible. d'un taux de 50-50. Donc, la participation étrangère doit aussi être autorisée par la Banque centrale pour pouvoir rapatrier les bénéfices. Donc, il faut faire attention, même si vous avez un actionnaire étranger, la participation étrangère doit être autorisée par la Banque centrale avant de faire le projet. Donc, faire attention quand vous mettez un étranger dans le capital d'une entreprise de commerce. La restauration en Tunisie est assimilée à une activité commerciale. C'est vrai que c'est une activité hybride dans son essence, mais en Tunisie, on la considère comme une activité essentiellement commerciale. Après, pour parler des difficultés un peu de cette activité, c'est le problème de management, à mon avis. Il faut faire attention. Il y a déjà au niveau réglementaire, il y a des autorisations, l'hygiène, la protection sociale, l'ouverture, etc. Mais après, comment manager un restaurant en Tunisie? Il faut disposer de personnel qualifié. Le manager à distance n'est pas facile. C'est des activités qui est très difficile de manager à distance. Donc, il faut mettre en place un système de caisse pour éviter les trous à la fin de la journée, etc. Donc, il y a un aspect quotidien, à mon avis, qu'il faut... Ce que je dis souvent, c'est que, à mon sens, dans le domaine des affaires et d'autant plus dans le domaine de la restauration, je le perçois moi comme ça à titre personnel, mais c'est quasiment, à mon sens, impossible d'ouvrir un restaurant ici en Tunisie et d'être basé à Londres, à Paris, ou, je ne sais pas, en Europe, et de se dire, bon, finalement, ça va tourner. Ce que je dis, moi, à titre personnel, c'est que tout business, peu importe le territoire, ici on parle de la Tunisie, si on n'est pas physiquement debout pour manager, structurer, accompagner et transmettre un peu les valeurs qu'on veut pour notre entreprise, c'est très dur. C'est très, très dur. Ou bien nommer un manager qui est de qualité. Quand bien même, il faut qu'on puisse lui transmettre notre vision, nos valeurs. Il y a quand même un travail de managérial important à faire. Je pense que c'est valable pour tous les Oui, pays. complètement, c'est ce que je dis, c'est que peu importe le territoire. Spécifique aux Tunisiens, mais je pense que l'activité de restauration qui fait appel à un esprit de notoriété, et donc une erreur, ça coûte cher. Si un restaurant, vous commencez mal, c'est fini. C'est très difficile de rétablir une clientèle que vous avez perdue dès le début. Donc, c'est vraiment une activité complexe à manager. Donc, je pense que pour la restauration, le point essentiel, c'est le management. Et il faut faire aussi attention à l'aspect franchise, l'utilisation des franchises. Il faut passer par le cadre réglementaire avant de mettre en place une franchise. Si vous voulez, on peut parler aussi des activités de maison d'hôtes. Oui. Maison d'hôtes, beaucoup de Tunisiens qui vivent à l'étranger ont des terrains à Hammamet, à Tabarka, etc. Et où la famille a un terrain et il voit une opportunité pour mettre en place une maison d'hôtes. Donc, les maisons d'hôtes en Tunisie, c'est vrai que c'est intéressant à mettre en place, mais c'est comme dans toute activité touristique, c'est le business model aussi qui prime. Donc, un hôtel n'est rentable que si le taux d'occupation dépasse, par exemple, 50%, 60% par an. C'est difficile, c'est pas facile à faire. Il faut arriver à créer une autorité pour votre maison d'hôte parce que vous pouvez travailler pendant les vacances scolaires, l'été peut-être. Et l'hiver, c'est plus complexe. Ouais. Et si vous n'arrivez pas à un taux d'occupation, ce projet devient relativement déficitaire et n'est pas rentable. Après, il y a aussi le cadre réglementaire. En Tunisie, aujourd'hui, on n'a pas un cadre réglementaire pour les maisons d'hôtes. Il y a un cahier de charges qui est en cours, qui n'a pas été encore validé parce qu'il y a des discussions entre les professionnels du secteur et le gouvernement pour mettre en place ce cahier de charges. Et donc, c'est relativement flou. Il y a aussi la fiscalité. Les maisons d'hôtes actuellement paient une fiscalité. La TVA est relativement élevée. Elle est de 19%, alors que les hôtels payent seulement 7%. C'est une appréciation de l'administration fiscale qui considère qu'ils n'ont pas l'avantage des hôtels, puisque la loi parle seulement des hôtels à 7%, et donc ils sont
relativement taxé en matière de TVA à 19%. Donc, c'est un aspect fiscal qui est Important à prendre en compte. à prendre en compte. Après, c'est une question de management. Si on arrive à- à commercialiser cette maison d'hôte, à la faire occuper pendant une période assez raisonnable, on peut en tirer des bénéfices, bien sûr. Et ce que je dis souvent, c'est que le- une maison d'hôte, comme une maison, une villa, c'est un vrai projet entrepreneurial. C'est pas juste on construit l'immobilier et ça va se remplir tout seul. C'est-à-dire il faut euh, une vraie compétence pour pouvoir la remplir, pour pouvoir la visibiliser, pour pouvoir faire qu'elle puisse tourner, que ce soit les équipes, que ce soit les équipements, que ce soit la gestion de clientèle. C'est un vrai travail. Et se dire, bon, finalement, j'ai un terrain à Tabarka, je vais construire une maison et ça va se louer tout seul. À mon sens, c'est une compréhension qui est vraiment erronée au-delà de la partie légale, législative, fiscale, mais même sur le projet en lui-même, de considérer ça comme étant peut-être ce qu'on appelle un revenu passif, dire je vais construire et ça va se louer tout seul, c'est un vrai écueil auquel il faut faire attention. Quoi. C'est-à-dire, c'est un peu comme toute activité Bien sûr. touristique, il faut pouvoir la manager. Les avis aujourd'hui sont partagés sur les réseaux Ouais, sociaux, sur complètement. Google, sur TripAdvisor. Ouais, Donc, il suffit, dès que vous faites une faute quelque part, un détail, vous êtes sanctionné par les avis et les gens ne vous visitent plus. Il y a des groupes aussi en Tunisie sur les réseaux sociaux qui s'échangent les informations, etc. Vous n'êtes plus seul, il y en a beaucoup, les maisons d'hôtes, un peu bien sûr. partout aujourd'hui. Donc, il y a relativement de concurrence. Après, pour manager une maison d'hôte, c'est un peu comme un hôtel. Il faut avoir un personnel, il faut garantir la propreté, il faut garantir euh, euh, les services Bien accessoires sûr. de tout type. Donc, il faut faire attention à ces aspects-là. Quand vous êtes en France, vous êtes loin. Et donc, vous pouvez ne pas faire attention à des aspects. Et donc, vous êtes sanctionné par le modèle économique. Ou vous mettez quelqu'un, un membre de la Bien sûr. famille de confiance qui peut manager ces aspects-là. Merci beaucoup pour ces éléments. Et si je prends un troisième modèle, et celui-là, il me revient beaucoup, c'est des personnes qui ont par exemple des agences de marketing, enfin, agence de marketing, peut-être un freelanceur qui fait, on va dire, de la communication en France, qui est tunisien, et qui se dit, bon, finalement, pour la qualité de vie, pour le cadre, pour le climat, pour la famille, je viens ici m'installer en Tunisie, mais ses clients sont français et ils continuent d'être payés, par exemple, en devises étrangères, mais il reste sur le territoire 1 an, 2 ans. Ce serait quoi les points de vigilance? En tout cas, comment il peut se structurer de la meilleure des manières pour pouvoir être sur le territoire tunisien et avoir sa clientèle à l'étranger? Vous parlez un peu des digital nomades, Ouais, des donc c'est digital nomades, ouais, c'est l'un cela. des aspects qui se développent aujourd'hui. D'ailleurs, il y a toute une politique de plusieurs groupes multinationales qui encouragent vers ces aspects de coopération. C'est intéressant parce que c'est des gens qui retournent un peu au pays natal pour Mhm. travailler dans les mêmes conditions. Après tout, lui, il travaille de chez lui à Paris. Pourquoi il ne Exactement, pourrait pas le faire euh, en Tunisie. en Tunisie? Au-delà des aspects réglementaires, de la sécurité Mm. informatique, RGPD, Mm. etc., auxquels il faut faire attention, bien sûr. L'activité, elle peut être mise en place dans le cadre en général d'entreprises individuelles de conseil. Donc, vous allez ouvrir une patente de consultant. On revient un peu au discours. Mm. Si l'activité n'est pas risquée, rien n'interdit d'ouvrir la patente. Évidemment, en vous installant en Tunisie, vous allez devenir résident. Et donc, vous êtes soumis à la réglementation de change, généralement en Tunisie. C'est-à-dire que dans le cadre d'une société, vous avez la possibilité d'avoir euh, des revenus en devises. Vous pouvez les verser dans un compte en euros. C'est ce qu'on appelle compte professionnel en devises pour une société. Mais ces euros-là, vous n'en disposez pas librement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les retirer en espèces, vous ne pouvez D'accord. pas les virer à l'étranger, etc. Elles servent à quoi? Elles servent juste à couvrir un peu le risque de change. Mais au-delà, vous n'en disposez pas, sauf pour payer un fournisseur, Mm. etc. Mais vous ne pouvez pas les retirer. Et donc, il y a des difficultés par rapport aux gens qui auraient besoin de devises à l'étranger. Il y a aussi la possibilité d'ouvrir une entreprise individuelle. Et dans ce cadre-là, sur certaines activités, vous pouvez ouvrir ce qu'on appelle un compte PPR, qui est relativement plus facile. Là, vous avez la possibilité de faire certaines opérations à l'étranger
Vous ne pouvez pas les virer à l'étranger, mais vous pouvez acheter des biens immobiliers, par exemple, etc. Reste que, en tant que résident, tout revenu fait à l'étranger doit être rapatrié. Si vous avez des loyers à l'étranger, vous devez les rapatrier en Tunisie. Vous diminuez les charges et vous les rapatriez. Si vous avez un chiffre d'affaires à l'export avec votre client, il faut le rapatrier, c'est-à-dire que vous êtes contrôlé par rapport à l'obligation de rapatrier le revenu en Tunisie. Vous ne pouvez pas demander à la banque de virer ce revenu en France. D'accord. Donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui fait du développement web, qui vient s'installer ici, qui ouvre une patente individuelle, qui bosse avec des sociétés européennes, il ne peut pas se faire payer sur ses comptes en Europe. Il faut que l'argent soit Absolument. Sinon, il est en infraction de de change. change. Et c'est une infraction qui peut entraîner une amende de 5 fois le montant du chiffre d'affaires non rapatrié et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 années. 5 ans d'emprisonnement. Il faut faire très très attention à Absolument. ça. Ok. Merci beaucoup pour ces éléments. Si on revient à votre expertise pour essayer de conclure un petit peu cet échange, en quoi une bonne comptabilité, on va dire c'est comme ça, ou un bon regard comptable peut assurer la pérennité d'une entreprise ici en Tunisie? C'est un peu partout. Ce raisonnement est valable Peu un peu importe le partout. territoire. Il n'est pas propre à la Tunisie. Une comptabilité, c'est important. Aujourd'hui, on est dans un monde concurrentiel et les marges se sont réduites énormément. Et donc, 1 euro en moins ou en plus, si on arrive à déterminer ses coûts, peut avoir une incidence sur la détermination des prix de vente. Et donc, si on n'a pas une idée claire de nos coûts de revient, on ne peut pas négocier un marché, on ne peut pas recruter, prendre la décision de recruter ou de sous-traiter. Donc, c'est un peu un raisonnement général. Mais si on parle un peu des Tunisiens résidant à l'étranger, l'erreur qui est souvent commise, c'est que ils sous-estiment la comptabilité en Tunisie en pensant que le cadre il est relativement plus souple que le cadre fiscal en France. Mais la question n'est pas une question fiscale, mais c'est une question économique. Il ne faut pas mettre 1 année ou 2 ans pour mettre en place un système d'information, un système comptable, parce que quand on parle d'une comptabilité, on parle aussi d'un système d'information. Aujourd'hui, les solutions sont intégrées un peu partout dans le monde. Donc, les factures sont générées par le logiciel de vente qui sont exportées et intégrées automatiquement, même sur des petits projets dans la comptabilité. Donc, si vous n'êtes pas organisé en matière comptable et financière dès le début du business, vous allez vous rendre compte à la fin de l'année que vous avez perdu de l'argent ou vous avez pris une mauvaise décision et ce sera un peu difficile de rétablir l'équilibre. Ok. Merci beaucoup. Et pour conclure, si vous aurez un conseil à donner à un TRE qui veut bien faire les choses dès le départ, ce serait quoi? Peut-être de bien étudier son business model, de voir l'étude de marché. Si vous voulez vendre en Tunisie, c'est de mettre en place une petite étude de marché pour voir le contexte du pays en matière économique. Ça reste quand même un petit pays, c'est un micro Marché. modèle, un micro-marché économique. Donc il faut bien l'étudier avant de se lancer dans une activité de trading ou de fabrication, si vous travaillez en local. Et si vous travaillez à l'exportation, il faut bien étudier les coûts, la permanence de l'approvisionnement. Par exemple, si vous faites de l'exportation de fruits et légumes, il faut faire attention à vos fournisseurs. Est-ce qu'ils peuvent vous garantir une permanence, etc. Tous ces aspects économiques, il faut bien les étudier avant de créer la structure, parce que les Tunisiens à l'étranger ont tendance à vouloir créer la structure en premier et essayer de comprendre le marché avant. Essayez de faire une bonne étude. Faites-vous encadrer par des professionnels, que ce soit au niveau de l'étude de marché, le business plan ou bien la création juridique et comptable de l'entité, et essayer de profiter des avantages que le pays offre. C'est certain qu'il y a énormément d'avantages, mais il faut en profiter dans un cadre bien structuré.
Super. Merci beaucoup. Merci à Merci beaucoup, vous. Monsieur Merci Setam, pour l'invitation. de nous avoir partagé tous ces éléments. On arrive sur la fin de cet épisode de The Jebs. C'est un épisode qui, pour moi, est important parce que vraiment, il permet de dépoussiérer ou bien d'éclairer des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément ou des concepts qu'on découvre peut-être. Et comme je le dis souvent, il est vraiment hyper important de se faire accompagner de la meilleure des manières pour structurer un projet, pour ne pas regretter. Généralement, la personne qui s'installe ici, c'est souvent le projet d'une vie. Il faut le faire de la meilleure des manières et le préparer de la meilleure des manières. Et c'est exactement pour ça que ces podcasts existent, pour donner de la lisibilité, pour donner de la visibilité à des personnes qui font un travail qui est, à mon sens, primordial. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, parce que ces retours d'expérience, ils sont précieux, ils sont importants à entendre, et on répond à toutes vos questions. The Jebs ne fait que commencer. 2026 s'annonce intense, et restez connectés. Monsieur Setom, merci beaucoup Merci. encore. Merci. Merci beaucoup.